Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 40e épisode des Sommeliers de la lutte. L'épisode X large, si j'ai bien compris comment les chiffres romains fonctionnent. Traite ça. Je suis Max Perriard et je suis en compagnie du proactif, probiotique Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Va très bien, j'ai bonne gestion quand même, justement. Ouais. J'aime ça, le yogourt activien. Régulier. Là, j'étais régulier, là. Et non, là, je suis suisse. Parce que j'étais intolérant au lactose, fait que c'est pas mal la seule chose suisse que je peux avoir, pas loin de moi. Non, ça va bien. Ben, plein de beaux projets, plein d'activités, l'été s'en vient, hein, ça sent, ça se ressent moyen dehors. Dehors, ça se ressent. Aujourd'hui, ça se ressent moyen, mais ça commence à se sentir parce que tout dégèle. Et qui dit été dit festival. Et qui dit festival dit humour, festival d'humour. On a pu à Montréal, parce qu'on est basé à Montréal, toi et moi, dans les alentours de Montréal. Dans les grandes régions. Et il y a maintenant plus beaucoup de festivals d'humour à Montréal. Il ne reste... Juste pour rire qui a fait faillite. Ouais, exactement. Il ne reste qu'un seul festival. Un seul qui est le Minifest, qui anciennement était le 11e plus gros festival d'humour à Montréal, et maintenant est le seul festival d'humour. Et, quand même, passer de 11 à premier, impressionnant. C'est là, Minifest, ils sont rendus à leur 8e année de festivités. J'imagine que c'est le même qu'on dit ça pour un festival. Et c'était le lancement de programmation jeudi passé, donc il y a une semaine exactement, c'était leur lancement de programmation. Et il y a beaucoup de beaux spectacles. Je vous invite, il y a quelque chose comme 200 quelques artistes, soit 80 quelques spectacles. Il y a une douzaine de podcasts qui vont être faits. Ça se passe dans le beau quartier d'Hochelaga à Montréal. Je vous invite à aller voir ça. Et je vous invite aussi, je vous porte votre attention au show du 21 juin à 21h30 à l'Adversaire. C'est un show dont je vais faire partie. C'est le Noël des campeurs de l'humour. C'est juste un prétexte pour aller compter des jokes sur une scène avec des amis. Et aussi, avec Maxime, on a un spectacle qui s'appelle le Minifest Mania. Est-ce que, Maxime, tu peux nous en dire plus sur ce beau spectacle? Bien sûr, comme vous en doutez, hein, on est les sommeliers de la lutte, on fait de l'humour dans la vie. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un spectacle d'humour sur la lutte pour les gens qui aiment la lutte, par des gens qui aiment la lutte. Donc, on va avoir, et moi et Pierre qui seront à l'animation de ce spectacle-là. Il reste d'avoir quelques clins d'œil, quelques running gags qu'on va réinstaller durant le spectacle, mais que vous connaissez probablement déjà, si vous êtes des fidèles auditeurs des Sommeliers de la lutte. Hein, entre autres, on va voir, mais est-ce que je vais réussir mon rêve? Moi, c'est ça. Je vous le dis tout de suite, c'est ça la storyline de Max Perriard pendant le Minifest Mania 1. Est-ce que tu vas... Je veux réussir mon rêve. Fait que... Finir ta story, de faire ton rêve. C'est ça. Fait que là, mon histoire, c'est de faire mon rêve. Fait que là, on est en entraînement. On essaye, on fait des choses pour essayer devant une foule de témoins que je puisse enfin réaliser mon rêve. Fait que si jamais vous voulez, venez voir ça. Venez rire. C'est un spectacle, tu sais, qui parle de lutte, mais on peut avoir du plaisir également si vous n'êtes pas des foules passionnées, pour amener des amis qui connaissent ça un peu. C'est le 14 juin, fait qu'une semaine avant toi. C'est aussi à l'Adversaire. C'est à 19h30, fait qu'on est prime time en plus. Yeah! Et les billets, c'est au coût de 20$, tout inclus, je crois. Fait que taxe inclus, tout inclus. Moins cher que Raw. Fait qu'on va vous mettre le lien dans la description de cet épisode-ci. Ouais. Et dans les prochaines aussi, si vous voulez acheter des billets. Évidemment, bon, c'est pas des grandes salles. On n'est pas encore, moi et Pierre, Martin et Matt. Mais on espère être complet. Malais, si vous êtes de l'Europe. Là. Ouais, ou si vous êtes de l'Europe, Gad Elmaleh. Mais je sais pas qui vole pas de joke puis qui est pas un humoriste. Je vais dire Roman Frécinet. Roman Frécinet. Tiens, on n'est pas les Roman Frécinet encore. Mais on a quand même une petite salle à remplir. Fait que si ça vous tente, mettez ça à votre agenda. C'est le vendredi 14 juin à 19h30.
vous pouvez déjà acheter vos billets. Puis on aimerait bien ça annoncer qu'on est complet, puis tout ça. Puis on ne sait pas si peut-être on a une belle réception. Ça va peut-être nous donner le goût de produire plus de spectacles comme ça. Peut-être le partir en mini-tournée si la demande est là. Fait que si jamais c'est quelque chose que ça vous tente de voir, que vous n'êtes pas dans le coin de Montréal, puis vous aimeriez voir, mais dites-le dans le commentaire. Vous êtes où? Puis où que vous aimeriez que peut-être qu'on vienne faire des blagues là-dessus. Peut-être que ça viendra sous forme de ce spectacle-là ou sous une forme différente. On va aussi avoir des invités. Donc, c'est pas seulement moi et Pierre. On va avoir des invités qui vont venir aussi nous parler de la lutte. Peut-être des lutteurs que vous connaissez, peut-être des lutteurs que vous ne connaissez pas. Peut-être des humoristes, d'autres humoristes qui aiment la lutte aussi. N'importe qui peut juste arriver, faire un pop-in, une petite promo, puis s'en aller. Exact. Des humoristes qui vont venir faire un numéro complet qui parle pas de lutte, mais qui c'est des amateurs de lutte quand même. C'est ça, c'est comme un vrai show de lutte. Il peut avoir n'importe quoi, n'importe quoi. Exact. La carte est sujette à changement. Oh, j'aime ça. Jusqu'à temps que ça se passe devant vos yeux. Et moi, je vous le dis, là, je le nomme ici, il va y avoir des feux d'artifice pendant nos entrées. Tabarouette. Rien de moins. Fait que tenez-le pour dire. Fait que c'est ça. On va. C'est ça. Fait que c'est ça pour ça. Fait qu'on était contents on avait hâte de vous en parler. Ça fait quelques temps qu'on travaillait sur ça. Fait que on avait hâte de le faire. Puis on va continuer de travailler sur ça jusqu'au 14 juin, évidemment, pour vous offrir le plus bon et le plus meilleur spectacle de lutte drôle que pas. Sinon, on va commencer. De votre côté, en fait, là, on a quelques commentaires du public. Et il y en a un qui a retenu ton attention. Et c'est notre ami Pierre-Paul. Oui, vous savez un peu, j'aime le booking, j'aime le fantasy booking, j'aime les idées, j'aime quand ça bounce, j'aime quand c'est fluide, j'aime quand c'est le fun. Ouais. Et Pierre-Paul qui nous dit « Alerte spoiler, ne lisez pas si vous voulez pas être spoilé. » Et Pierre-Paul qui se fait un petit Paul Heyman de lui-même parce que c'est une prédiction, mais non, ça a l'air que c'est un spoiler. Fait que Pierre-Paul Heyman qui dit Bianca et Jade Cargill qui ont fait équipe vendredi dernier contre Chelsea Green et Piper Niven à SmackDown. Donc, ils pensent que à Backlash, en France, Jade Cargill et Bianca Belair vont se battre contre les Kabuki Warriors pour les titres de féminin par équipe de la WWE. Et lui pense que Jade et Bianca vont devenir les nouvelles championnes. Très logique. Je trouve que ça fait beaucoup de sens. Beaucoup de sens comme booking. Et plus tard, en fait, quand ils vont perdre les titres, il va y avoir une trahison. Qui va trahir qui? Ça, Pierre-Paul Heyman ne pourrait pas nous le dire, mais ensuite, ça va amener un match de Jade Cargill contre Bianca Belair, une feud que tout le monde veut voir, bien évidemment. Et je crois que c'est bon, il y a un bon flair, Pierre-Paul Heyman. Ouais, moi je pense que c'est Pierre-Paul Heyman, j'aime bien ça aussi. Écoute, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on va redonner un petit peu de lettres de noblesse à la division par équipe féminine. Qui est malheureusement trop souvent dans les dernières années laissé de côté. Bref, si on met en ce moment on a les Kabuki Warriors qui font pas grand chose avec les ceintures. Fait que si au moins ça peut amener à quelque chose, même si c'est pas pour la division féminine, mais que c'est pour construire en solo 2 lutteuses, ben au moins ça sera ça, parce que ça sera déjà mieux que ce qui se passe en ce moment. Ah oui, ça c'est plus un trophée que Damage Control avait plutôt que vraiment quelque chose qu'on défendait à chaque semaine. Puis oui, si pas de rendre les titres legit, Chris. Fait que si ça arrive, ben, félicitations. Puis à Paul Heyman, tu vas avoir eu une bonne réponse et on va te remporter les honneurs encore une fois. Absolument. C'est lui qui a remporté le questionnaire WrestleMania. Fait que il connaît des affaires qu'on connaît pas, nous autres. Je pense qu'il a accès à des informations que nous autres on sait pas. Là, c'est ça l'affaire. C'est ça. Et on enchaîne avec la première chronique de cet épisode. Et c'est une nouvelle chronique. J'essaye ça. C'est moi qui vais faire ça. Et si vous avez des meilleurs noms, dites-nous dans les commentaires. Mais pour l'instant, je l'appelle Push Bury Changement de gimmick. 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 Fait que si on avait un thème, ça serait ça, le thème de cette chanson-là. Très bon thème. De cette chronique-là. Fait qu'en gros, c'est comme un peu le jeu que je sais pas si tu connais, Fuck, Marry, Kill. On nomme 3 personnes, on dit qui qu'on aimerait être avec elle, qui on aimerait avoir des relations ou qui on aimerait tuer. Ces 3 personnes-là. Voilà. Et là, moi j'ai adapté ça un peu plus à la lutte. Fait que c'est qui
on aimerait, dans ces 3 lutteurs ou lutteuses-là, pusher. Fait que mettre de l'avant un peu plus, qui qu'on voudrait bury, donc qui qu'on voudrait enterrer, lui donner moins de temps d'antenne que ce qu'il y a présentement, et à qui on voudrait changer de gimmick. Tous des termes qu'on a entendus dans le lexique. Ça fait exactement. C'est pour ça que c'est comme une belle suite de la chronique lexique. Fait que là, maintenant qu'on a appris les termes, on va pouvoir faire pousser un peu plus loin. Fait que cette semaine, Pierre, les 3 noms que j'ai pour toi. Ouais. Fait que qui... Ben, je vais te nommer les 3 noms, parce que tu me diras qui tu push, qui tu bury, puis qui tu changes de gimmick. Entre Ivar, Xavier Wood et Karrion Kross. Push, bury, change de gimmick. Ok. Tabaslac. J'ai mis 3 low cards qui sont au niveau low card en ce moment pour voir qui mériterait plus, qui mériterait moins. Bury, Karrion Kross. Karrion Kross, parfait. Regarde, on l'a essayé. On l'a essayé assez souvent. On a même fait des changements de gimmick. Ça n'a pas marché. Bye bye. Merci, bonsoir. Push. Xavier Wood. Je pense qu'en simple, il serait capable de donner quelque chose. Du bon mid-card, là. Je pense pas qu'il serait capable de se rendre au top comme ses 2 autres chums, mais je pense qu'il pourrait donner quelque chose de bon dans un bon titre, une bonne run avec le titre américain, là. Avec le titre des US, je pense que ça pourrait marcher. Et changement de gimmick, Ivar. Je pense qu'il y a une gimmick plus près de lui en même temps. Il se prend pour un viking dans la vie, mais dans le sens où plus près de nous peut-être, ou moins fantaisie. Moins près de lui, c'est ça que tu devrais dire. Moins près de lui finalement. Mais je serais curieux de voir Ivar dans une différente gimmick. Fait que ça serait ça pour moi. Imagine, tu le rases puis tu le mets en complet, là, puis il devient le bras droit de Cody Rhodes. En équipe avec Bronson Reed, pourquoi pas? Ah oui. Ben oui, parfait, j'aime ça. Moi, de mon bord. Je pousse Xavier Wood, je bury Karrion Kross et je change la gimmick de Ivar. De ton côté? Moi, de mon bord, je vais bury aussi Karrion Kross pour les mêmes raisons que tu as dit. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Cependant, je vais inverser, moi. Moi, je vais pousser Ivar parce que j'aimerais voir une gimmick aussi forte, aussi gimmicky que ça, être poussé dans les stratosphères du main event. Fait que une run où on légitimise Ivar en tant que guerrier viking dans cet univers de lutte où on se prend parfois trop au sérieux. Moi, je trouverais ça bien drôle. Ok, j'aime ça. Et Xavier Wood, il y a eu déjà une tentative de changement de gimmick lorsqu'il a gagné le King of the Ring, qui revient d'ailleurs dans pas long, qu'on va pas traiter, mais qui va revenir dans pas long. Et ça avait plus ou moins bien marché, mais je trouvais que ça lookait quand même avec lui. Mais je pense qu'il pourrait commencer. C'est sûr qu'il ne fera pas avant que Kofi prenne sa retraite pour vrai. Ouais. Mais je pense que New Day, on a fait le tour et je serais très curieux de voir ce que Xavier Wood peut nous donner dans un autre type de personnage. Il était bon à la TNA. Il était très bon. Mais aussi, il y a un jeu d'acteur très large. Il est capable de faire beaucoup de choses. Je l'ai vu déjà dans un film, puis on le voit depuis longtemps à l'intérieur de New Day où il répète un peu les mêmes formules, les mêmes trucs. Ouais. Mais c'est un gars brillant, c'est un gars intelligent. Si vous avez déjà écouté son genre de podcast sur jeux vidéo aussi, vous voyez un peu la personnalité. Il se présente très bien, parle très bien. C'est ça. Parle très bien. Je pense qu'il y a des études en psychologie d'ailleurs aussi. Fait que c'est quelqu'un qui est très articulé dans la vie. Cool. Xavier Wood. Fait que moi j'ai peut-être un genre de gimmick un peu à la. Tu sais, un genre de cérébral, un peu Damien Sandow dans le thème qu'il avait sa gimmick d'intello. Peut-être un Xavier Wood dans ce genre de couleur-là. Okay. Je trouverais ça peut-être intéressant. Fait que moi, c'est lui que je changerais de gimmick. Il serait méchant à ce moment-là. Il pourrait, moi je le mettrais méchant. Fait que vous, dites-nous, parce que c'est surtout ça, on a dit nous, mais les 3 noms, c'est pour vous autres aussi. Là. Dites-nous dans les commentaires entre ces 3-là, qui vous pushez, pourquoi, qui vous bury, pourquoi, et qui vous changez la gimmick, et vous la changez en quoi, cette gimmick-là, entre Ivar, Xavier Wood et Karrion Kross. Répondez-nous en commentaire. Puis n'oubliez pas, si jamais vous avez des idées de chronique, la chronique du public, elle existe encore, c'est juste que si vous nous proposez pas de chronique, on pourra pas le faire. Fait qu'oubliez pas, si jamais vous avez une idée de chronique que vous voulez qu'on fasse, parce que vous voyez, on est très souple, on change de chronique comme on change de... Ben, pas de bobette parce qu'on change pas de chronique tant que ça, là, puis on est des gars propres, là, mais dans le sens où lâchez-vous là si vous avez des idées de chronique, on va les faire avec grand plaisir. Fait que prochaine chronique, c'est ma chronique. Un classique. Un classique mais je pense que ça commence à être un classique. Pas encore autant que quand classique, même. mais qui
le fait mieux? Oh oui. Un peu Qui le différent. fait mieux? Ben, différent cette semaine. Dans le sens où c'est pas nécessairement une move. C'est pas quelque chose qui se prépare. C'est pas quelque chose qui se place tant que ça. C'est le Crimson Mask. Et oui, qui le fait mieux? Le Crimson Mask. J'ai 4 noms pour toi. Steve Austin, Jon Moxley, Ric Flair ou Brock Lesnar. Le Crimson Écoute. Mask, je le rappelle, c'est Ouais, quand, explique un peu. quand un lutteur se blade, donc se coupe Ouais. dans le front, dans l'arcade sourcilière, et que son visage devient entièrement couvert de sang Plein comme de un sang. masque de sang qu'on dirait qu'on pourrait littéralement enlever. Désolé, j'ai passé mon stylo dans le micro. Donc, qui le fait mieux, le visage plein de sang? Steve Austin. J'ai mis Steve Austin parce qu'on se souvient tous de la photo. Ouais. Où il était dans un sharp C'était il était dans le double turn, le fameux match Oui. du double turn entre Bret Hart et Steve Austin. Exactement. John Moxley parce qu'il est tout le temps plein de sang. Anyways. Ouais. Ric Flair parce que c'est avec ses cheveux blonds dans beaux la cheveux NWA. blonds. Ses matchs, ça le lookait. Et Brock Lesnar parce que j'ai vu des photos de Brock Lesnar avec un Crimson Mask. Il fait peur en tabarnane. Fait que je l'ai rajouté dans ma liste. D'après toi, qui qui l'a fait mieux et Écoute, qui moi le je porte vais y mieux? aller. Je vais y aller avec Ric Flair pour Ouais. les raisons que tu as dit. Cody a un peu repris aussi, hein, ce côté-là. Oui. Avec ses beaux cheveux blonds. Ouais. Lorsqu'il saigne, on met le sang. On envoie le sang par en arrière. Ça fait que les cheveux deviennent rouges aussi un peu. Ouais. Et ça look beaucoup. On se souvient fait tous que du match contre son frère. Où, ouais. c'était pas juste Entre surtout le sang de son Dustin. frère, c'est surtout le sang de Dustin, mais Ça saignait, ça saignait. C'est tapaslac que ça lookait. Ouais. Fait que moi, je vais y aller avec Flair. Rick pour ceux qui le faisaient aussi souvent. Un peu. Ben non, il était quand même dans l'attitude era, mais tu sais, à WCW, ça arrivait. Puis même en NWA à l'époque, le faisait souvent. Puis je trouvais que ça l'ajoutait beaucoup au personnage qu'il était. Ouais, ben, Ouais. un peu pour les mêmes raisons. Je vais prendre Steve Austin par exemple, mais un peu pour les mêmes raisons où il l'a pas fait souvent, on l'a pas vu souvent, mais quand les photos qu'on a de lui où il était couvert de son sang, il joue tellement bien, il vend tellement bien que, comme je le disais, la photo classique de lui contre Bret Hart, où il est un masque de sang immaculé avec, pour moi, Steve Austin, parce que ce qu'il représentait comme personnage, quand tu lui rajoutes un Crimson Mask, ça a de l'air badass que le tabaslac. Fait que, pour moi, ça va être Steve Austin. Vous, dites-nous, qui vous trouvez porte mieux le masque de sang, le Crimson Mask, si c'est quelque chose que vous voulez nous partager. Si vous n'êtes pas des fans de sang puis vous préférez rester clean, ben, dites-nous qui le porte mieux le pas. Qui pas mieux porte. Regarde, c'est un casse-tête, vous prenez les mots, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, puis vous répondez à la question que vous voulez finalement dans les commentaires. Fait que. Jasez-nous. Et sinon. Moi, il y en a un qui m'a marqué quand même. Vas-y. C'était celui de John Cena dans son match contre JBL. Qui c'était un peu ben dans la. Tu sais, C'est c'était comme fait on dit, ouvrir il s'était fait ouvert, puis il saignait jusqu'à ses boxeurs. Ouais. Alors, tout le sang avait ça l'avait imbibé, même les boxeurs Mhm. de Cena. Vous savez, son style avec c'est genre son style un peu rapper. Ouais. Et à l'époque, il était pas ben, tu sais, c'est ça. Il était comme dans la transition vers la PG era, là, entre le Ruthless Aggression et la PG era. Mais ça avait un peu sorti de nulle part. Puis il y a beaucoup de gens qui avaient été un peu impressionnés ou surpris que John Cena fasse Du sang. du sang à ce point-là, et il avait vraiment perdu beaucoup de sang dans ce match-là. Fait que moi, c'en est un de mémoire qui me vient en tête, un que je m'attendais pas que ça arrive, puis qu'il en a fait un. Cool. Et par la suite, vous savez, c'est notre épisode prédiction. Ben oui. Et un peu résumé des histoires, preview des histoires de la carte de Dynasty 2024. Un nouveau pay-per-view que Tony Khan a concocté, a mis à cet endroit-là. Le pay-per-view, veut pas, il va être comparé à WrestleMania, vu qu'ils sont dans le même mois les deux. Un peu comme All In est comparé à SummerSlam. Absolument. Donc, une carte, au moment où on tourne l'épisode, on n'a pas vu le Dynamite encore, donc possible qu'il y ait quelques matchs qui soient rajoutés. Si jamais c'est des gros matchs importants, Pierre du futur viendra faire son tour dans l'émission et nous dira c'est quoi ce match-là. Mais n'ayez crainte, dans le questionnaire, lorsqu'il sortira, on va le sortir après le Dynamite de mercredi. Donc, lorsque vous écoutez l'épisode, il est déjà disponible dans les commentaires en dessous. Et
les nouveaux matchs, ils sont présents dans le questionnaire. Donc, pas de panique si jamais il y a des choses qui sont modifiées ou changées selon ce qu'on dit, des stipulations peut-être qui ont changé. Ben, on va les avoir adaptées à l'intérieur du match. Et on commence ça tout de suite. Le premier match qu'on va vous faire un petit preview, c'est Julia Hart qui est contre Willow Nightingale, elle est accompagnée de son gérant, Stockley Hathaway. Je te laisse nous faire ça, Pierre. Ben, en fait, c'est sous un House of Black Rules pour le championnat de la comme à chaque fois, de les TBS, matchs de Julia Hart. Exactement. Je pense que Willow n'a pas encore donné sa stipulation parce que je pense que c'est justement sous le House of Black Rules, c'est la personne qui vient se battre qui donne une stipulation particulière. Sauf erreur, je ne crois pas que ça a été donné. Pour résumer la petite histoire, en fait, là, c'est à la fin de 2023, donc il y a quelques mois, l'ancienne partenaire de l'équipe de Willow Nightingale, donc qui était Sky Blue, a tourné contre elle. Puis a été se rallier avec la championne Julia Hart. Fait que c'est un peu l'histoire qui nous raconte là, tout le début de 2024. Nightingale qui a perdu sa chum, qui est un peu en tabaslac après Julia Hart. Finalement, Nightingale qui se rallie avec Statlander. Il y a une rivalité qui se crée entre les 4 filles, donc les 2 équipes, l'équipe des gentils, l'équipe des méchantes. Pendant une longue période les 4 seules filles qui luttaient aussi. Oui, les 4 seules filles. C'était à l'infini des matchs entre les 4. Une qui se bat contre l'autre, qui se bat contre l'autre, qui se battent en équipe, qui se battent 1 contre 2, contre 3, contre 4, contre... Fait que, tout ça pour se ramasser dans le pre-show de Revolution où Hart et Blue sortent victorieuses dans un street... Non, excuse-moi. Sort victorieux lors du pre-show de Revolution. Et il y a eu après ça, le 20 mars, il n'y a pas si longtemps, dans un street fight. Un bon street fight, moi je l'ai aimé. Un très bon street fight où Hart et Blue sont sortis victorieux dans un épisode de Rampage. Parce que c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé ici. Nous, on ne couvre pas. Ouais, mais c'était Rampage. Comme un long. C'était genre un Dynamite long. Dynamite qui se rallongeait, c'est vrai. C'est ça. Rampage était mis tout de suite après le Dynamite. Fait que moi, je l'ai compté dans un long Dynamite. Mais oui, on en a parlé. Bref, peu importe. C'est dans l'épisode du 27 mars de Dynamite que Nightingale a battu Statlander, Sky Blue et Energy dans un match à 4 chemins pour défier Hart pour le championnat de la TBS. Fait que vous voyez, il n'y a pas de grosse histoire, mais il y a quand même une petite histoire qui fait du sens. Dans le fait que Nightingale est un peu en tabaslac parce que Blue a tourné contre elle, qui s'est rallié à Hart. Tout le monde s'est battu un peu contre tout le monde. Statlander, c'est elle qui avait le titre avant. Fait qu'elle aurait aimé ça avoir le titre. Fait que c'est pas la grosse histoire, mais c'est assez. Au moins, il y en a une histoire pour être capable de peut-être s'intéresser au match. Je sais pas à quel point moi je vais triper sur ce match-là. Ça va peut-être être ma pause pipi durant la carte, tout dépendamment où c'est dans la carte. Il y a Stokely Hathaway qui peut venir jouer un rôle aussi là, pendant le match. Peut-être que Stokely va tourner contre Nightingale. Peut-être que Nightingale va tourner aussi. Il y a quand même beaucoup d'options qui peuvent se passer. Mais je pense que l'épisode de lundi, tu as nommé peut-être quelque chose qui pourrait se passer où Willow pourrait gagner le titre parce que tu as vu quelque chose... c'est ça, c'est qu'on dirait, ce qui se passe, on a construit ce que tu as nommé, c'est ce qui se passait avant. On a aussi un peu commencé à construire par en avant en amenant Mercedes Moné qui tourne autour de ce match-là parce qu'elle va se prendre à Double or Nothing contre la gagnante des deux. Et on le sait, Mercedes Moné à la New Japan, elle a eu une histoire avec Willow Nightingale. Est-ce qu'on va poursuivre cette histoire-là et peut-être amener une Mercedes Moné du côté des méchantes? Parce que, à moins que Willow tourne, on ne sait pas, mais j'ai l'impression que c'est peut-être la direction où on prend, où on va garder Mercedes Moné gentille et garder la ceinture du côté de Julia Hart et construire une nouvelle rivalité qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle est toute jeune, Julia. Elle n'a pas eu le temps encore de croiser Madame Moné. Fait que c'est un peu ça l'histoire qui tourne autour de tout ça. J'ai l'impression qu'on regarde un peu par l'avant. Qui as-tu de ton côté comme gagnant? Gagnante, désolé. Ça va être Nightingale pour moi, justement, vers où on s'en va avec l'histoire, vers où on s'en va avec le titre. Est-ce que Mercedes Moné voudrait avoir une run avec la championnat TBS avant de se rendre vers la grosse ceinture? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui tourne autour de la grosse ceinture du côté des femmes, donc peut-être que Moné fait comme, on va aller finir l'histoire avec Nightingale. All Out, ou All Out, All In, peu importe, un des deux. All In. Puis All In, merci. Puis... c'est ça. Fait que oui, Nightingale pour moi, de mon côté. Parfait. Moi aussi, je vais aller avec Willow.
Je la trouve très bubbly aussi ces derniers temps. J'aime bien le personnage qu'on a construit. Puis ça serait une belle tape dans le dos, elle, qui a quand même jobbé puis beaucoup de monde là, dans les derniers mois. Ouais. Fait que... Nightingale, d'après moi, qui pourrait devenir encore plus grande ou plus haute dans le classement. Ouais. Elle n'a pas manqué beaucoup de semaines. Là. Non, il y a pratiquement, je pense qu'elle est là à chaque semaine, soit à Rampage, à Collision ou à Dynamite. Fait que c'est vraiment un workhorse au niveau de la division féminine. Fait que moi, je pense que ça serait une belle tape dans le dos d'y donner. Pousser à la prochaine étape avec un turn, tout dépendamment de comment c'est fait, si c'est bien fait. J'ai l'impression qu'un turn pourrait être le fun. Un côté bubbly, on l'a vu avec Bayley, un moment donné, ça s'épuise assez vite. Puis d'avoir un petit turn, peut-être, ils sont peut-être pas là. Peut-être que oui, peut-être que on va voir. Parmi les autres questions qu'on va mettre dans le questionnaire, il y a la question en fait sur le Black Miss. Est-ce que tu crois que Mademoiselle Hart va utiliser le Black Miss à l'intérieur du match? L'utiliser, ça veut pas dire nécessairement... Le réussir. Fait que ça soit bien appliqué dans la face de quelqu'un. C'est peut-être pas nécessairement cependant sur Willow. Ça pourrait être sur... son gérant, ça peut être sur Mercedes en même temps, on sait pas. Mais qu'il soit appliqué durant le match à quelqu'un. Ça change la donne. Oui, elle va l'utiliser et va le réussir sur quelqu'un. Parfait. Ça va être appliqué. Pas besoin de dire qui, juste besoin de dire réussir sur un humain ou pas. Ça va être réussi sur un humain ou pas. Parfait. Il y a d'autres questions évidemment, fait qu'hésitez pas à aller répondre au questionnaire et on enchaîne tout de suite avec le prochain match. Je sais pas si c'est le prochain match, mais le prochain match dans notre pacing à nous. Et c'est un match qui est attendu, qui est peut-être même le match de la carte. Peut-être le match de l'année. Peut-être le match de l'année. Peut-être, je sais pas si on va oser peut-être même le mettre en main event, j'ai pas l'impression. Mais ça serait un bon potentiel match pour ouvrir la carte. Parce que si t'es pas dans le main event, t'aimes ça ouvrir. Et c'est Monsieur Will Ospreay contre Monsieur Bryan Danielson. Et là, moi je suis déchiré parce que c'est mon lutteur préféré avec mon nouveau lutteur préféré. Fait que c'est comme un peu un match de rêve pour moi. Ainsi que probablement plusieurs autres personnes qui apprécient les deux styles des deux messieurs. Pour l'histoire, en fait, c'est relativement simple ce qu'on a construit. On s'est beaucoup assis sur ce qui s'est passé dans la vraie vie. Comme la plupart du temps à la All Elite Wrestling, on essaie de jouer un peu plus du côté sportif, du côté réel de la lutte plutôt qu'écrire des vraies histoires. Donc, on sait qu'en début de carrière, Bryan Danielson, oui, il a été très populaire aux États-Unis, à la Ring of Honor entre autres, mais lorsqu'il a fait son petit bout de chemin au Japon, on aurait pu penser qu'elle allait dominer ou qu'elle allait avoir des belles runs là-bas, mais pas tant, ça n'a pas tant levé au Japon. Qui était là. Exact, il a souvent été mis en second rôle. C'est peut-être aussi l'époque où on mettait moins de l'avant des étrangers. Peut-être, je sais pas. Je pense que c'est un peu plus Omega qui a comme un peu brisé cet effet-là de mettre de l'avant. Il y a un gros système de classement, de hiérarchie au Japon. Tu peux pas juste arriver, même si tu as une certaine réputation, tout dépendamment, là, même si ça fait 3 ans que tu luttes de façon professionnelle dans les indies, tu peux pas arriver au Japon à moins d'être une superstar puis tout de suite être dans le main event. Fait que même si Danielson était un naturel main eventer, je pense pas qu'il aurait été propulsé vite comme ça. Fait que oui, il y a eu bien des matchs dont Rocky Romero il était tag team pendant un certain temps au Japon. Exact. Puis c'est ça a fait que, dans le fond, la run de Danielson à New Japan n'a peut-être pas été aussi élevée que ce qu'on pourrait penser. Et Will Ospreay, à l'intérieur de cette feud-là, il aime ça le souligner, aime ça le rappeler à Bryan Danielson, que lui et son run à la New Japan, c'est probablement dans le top 2 des lutteurs étrangers. Il y aurait lui et Omega, là, en termes d'impact et de main eventer, à quel point ils sont montés élevés dans la New Japan Pro Wrestling. Fait que c'est ça, c'est un peu cette confrontation-là avec les deux lutteurs qui sont pour plusieurs les meilleurs lutteurs in-ring qu'il n'y a jamais eu, qui vont s'affronter et on se chatouille un peu, on se titille un peu, on dit ah non c'est moi qui est meilleur que toi et c'est comme ça que cette histoire-là s'est construite. Donc de manière très simple, on a également fait quelques matchs où on avait le même adversaire mais une version avec Danielson versus une version avec Ospreay. On l'a fait tantôt avec Shibata au cours des dernières semaines. Fait que les deux, c'est ça. On hype beaucoup que c'est un dream match. J'ai l'impression qu'on s'assoit sur la qualité de ring, puis ça risque d'être un dream match. Mais l'histoire qui est racontée, on s'assoit beaucoup
Genre, ils sont mieux de bien livrer. Il est mieux de pas avoir une blessure rapide dans le match qui vient un peu briser l'élan. Ou encore pire, une blessure à Dynamite ou Collision ou Rampage qui... En tout cas, on touche du bois, mais on sait que Tony Khan, souvent, on dirait qu'il est pas chanceux. Les semaines avant ses pay-per-view, il y a quelques lutteurs qui se blessent. Fait qu'on va espérer que ça va pas arriver et qu'on va avoir le match. Donc, qui as-tu de ton côté gagnant? Et pourquoi et comment? Bon. OK. Bon. J'essaie de gagner du temps en répétant bon. C'est tough parce que présentement, les deux sont sur un hot streak où les deux gagnent tout le temps. Exact. Ce qui pourrait se passer, c'est que ça dépend de Danielson. Si Danielson dit « je veux passer le flambeau de façon symbolique, même si ma retraite n'est pas là, fait qu'on fait gagner Ospreay, il va le faire. Parce que c'est ça que Danielson décide. C'est Danielson qui va décider. Je pense pas que c'est Tony Khan, c'est Danielson qui va décider qui gagne dans ce match-là. Mais si Danielson dit « moi, je veux gagner parce que je suis sur une streak où il n'a pas perdu, il s'est pas fait piner dans la dernière année, Danielson. » Un bout. Il a perdu le Continental, c'est ça. Il a perdu contre Kingston. 2 fois. À part ça, c'est ça l'affaire. C'est il pourrait dire « ok, on laisse gagner Ospreay, puis on se revoit dans 6 mois pour un autre match. » En même temps, ils sont dans leur rubber match présentement parce que, si je me souviens bien, c'est Danielson qui a gagné le premier, puis c'est Ospreay qui a gagné le deuxième. Si je me trompe pas. Le match bref. Je sais pas. Qui pourrait gagner. D'après moi, ça va être Ospreay. Je pense qu'il vient d'arriver, il vient d'être signé. On veut le bâtir assez fort. Puis d'après moi, il va être le prochain en ligne pour aller chercher la grosse ceinture qu'il va peut-être aller chercher en Angleterre, directement dans son turf, directement chez lui. Fait que ça va être Ospreay de mon bord. De quelle façon, ça, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir un Ospreay qui gagne avec une soumission? Ce serait intéressant, par exemple, de voir peut-être un pin différent ou une victoire différente, surtout contre un Danielson. Je pense que ça pourrait... on aurait 2 lutteurs, je crois, qui pourraient apporter quelque chose de différent. On les voit, Danielson, on le voit bien gros, très stratégique, très dans le tapis, au tapis plutôt, très violent. Ospreay qui est, oui, très intense, mais un peu plus high-flying. De quelle façon ils vont combiner tout ça pour nous raconter un match, sûrement, j'espère, un des matchs de l'année. Un Ospreay qui gagne avec une soumission, j'haïrais pas ça. Je crois. Est-ce que tu es en train de chercher l'information pour... Ben oui, j'ai en train de checker. En tout cas, ça fait plus de 4 ans qu'ils ne se sont pas croisés. S'ils se sont croisés. Tu es sur Cage Match? Cage Match. J'allais voir le dernier affrontement entre les deux. Mais bref, moi, le match, comment je le verrais, là, je sais pas, ça s'en va où. Ça pourrait aller d'un coup. Je vais quand même dire Ospreay. Okay. Mais si j'étais le booker, je mettrais une première victoire à Danielson. Parce que c'est à l'intérieur de la compagnie, c'est la première fois que les deux s'affrontent. Et je ferai un 2-3 à l'intérieur de la compagnie. Donc, qui s'échelonne. Parce qu'on s'entend, on va aussi avoir Forbidden Door qui s'en vient. Ça serait le fun d'avoir un match un contre l'autre. Ce sont 2 quand même figures marquantes de la New Japan. Qui sont connues des 2 côtés. Je pense que ça vendrait d'avoir un rematch à ce moment-là. Ouais. Donc, moi, si j'étais Tony Khan, je donnerais la première victoire à Danielson. Je ferais un rematch à Double or Nothing. Ospreay ou l'autre bord. Puis le dernier match à Forbidden Door pour savoir qui termine ce 2-3 entre les deux. Un peu comme on l'a fait avec Kenny Omega et Danielson. Et Ospreay plutôt. Exactement. Exactement. Fait que... mais peut-être qu'on va seulement avoir droit à une fois ce match-là. Et ça va dépendre pour cette raison-là, c'est ça. Pour cette raison-là, je vais aller du côté d'Ospreay parce que s'il y a seulement un match... Je vois mal comment on fait pour ne pas pusher Ospreay dans le contexte actuel. C'est vraiment le match, le pace du match. Si c'est eux qui ouvrent la carte, ça sera pas le seul match qu'ils vont nous donner. S'ils sont avant-dernier, ça risque d'être le seul match qu'on voit d'eux et ça va être un calique de bons matchs. Très, très violent, j'ai l'impression. Fait que... ouais, cool. Fait que, parmi les questions un peu niaiseuses drôles que j'ai mis dans ce match-là, ça va être combien de fois dans le match le public fera un chant pour montrer son appréciation du match. Oh boy.
Donc là, c'est pas combien de fois qu'ils disent This is awesome, mais genre This is awesome, this is awesome. Ça compte pour un. Chaque ça meurt. Okay. Et là, s'il y en a un autre, un Fight Forever. Oh, un Holy Shit compte pour ça. Fait que combien d'appréciation de la foule sera montrée durant ce match-là aux 2 lutteurs? Mon Dieu. Ça va être par tranche, là, on s'entend. Fait que dis-moi un chiffre, puis ça va être par tranche de 3 ou 4. Là. 12. 12 fois, parfait. 12. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais y aller avec 15, moi, de mon bord. Ouais. Ça peut monter assez D'après moi, il va en avoir un en partant, avant même que le match commence. Oui. Avant même qu'il se touche, il va en avoir un. Et l'affaire, c'est qu'ils peuvent nous donner un match de 45 minutes. En 45 minutes, tu peux en avoir des holy shit, puis des C'est Awesome, puis des olé, là. Mais en tout cas, c'est peut-être le match de l'année. Fait que d'après moi, il y a beaucoup de gens qui vont prendre le pay-per-view, qui vont acheter le pay-per-view pour ce match-là. Moi, je suis un peu dans cette catégorie-là. C'est le match que j'ai le plus hâte de voir. Ça fait longtemps que je voulais voir ce match-là. Et je suis content qu'on vive dans une époque où les 2 lutteurs-là peuvent se rencontrer dans un ring. Parce que pendant beaucoup d'années, ça n'aurait pas été possible. Évidemment. Lorsqu'on est ici du côté de la WWE, on peut pas aller lutter ailleurs. C'est dans 3 jours, là. Dans 3 jours, là, Maxime. Et dans pas très longtemps. J'ai hâte. Prochain match, on y va avec les Young Bucks contre FTR pour le titre par équipe qui a été laissé vacant. Donc, ça va être dans un match par échelle, finalement. Ça a été une stipulation qui a été nommée à Collision, je pense, si je ne me trompe pas. À Collision. Donc, il y a eu... En fait, Sting et Darby avaient les titres par équipe. Sting a pris sa retraite. Darby voulait aller monter l'Everest. Finalement, il s'est cassé la cheville, fait qu'il n'ira pas monter l'Everest. Mais il a quand même laissé les titres vacants. Et il y a eu un tournoi qui s'est donné. Un tournoi un peu qui a fait poète-poète, à mon idée. Il n'y a pas eu de hype alentour de ce tournoi-là. C'est peut-être aussi parce que j'étais moins accroché sur All Elite, parce que j'écoutais beaucoup plus de l'autre côté, parce que c'était le Mania, Road to Mania, fait que j'étais pas comme dedans à 100%, mais il me semble que ça n'a pas été aussi promu. Ben, tu sais, il y a des équipes à l'intérieur de ce tournoi-là qui ont été renvoyées. Fait que c'est sûr que... Ouais, rendu là. C'est sûr que ça l'aide pas au hype du tournoi quand... Des infantry qui viennent se battre. Rendu là, mais les comme stipulation, au moins. Ouais. C'est chiant pour les lutteurs, mais au moins ça fait une stipulation où qu'on est comme... T'es renvoyé super. Fait que tout ça pour dire que c'est les Young Bucks qui ont gagné d'un côté, les FTR qui ont gagné de l'autre côté. Il y avait 2 brackets dans ce tournoi-là. Et ce qui est un peu whack avec cette montée-là, cette storyline-là, c'est... Puis on en reparlera pas ici, on en a parlé dans l'épisode de lundi passé, l'épisode 39. Un bon 10 minutes quand même, on a parlé de tout ce qui est la vidéo de CM Punk backstage, les promos qui ont été donnés par FTR et tout ça. Pour dire que tous ces enfantillages-là, je parle pour moi personnellement, tous ces enfantillages-là, je suis pas un fan de ça. Quand ça n'a pas un vrai propos, même si tu prends des éléments de vérité, puis tu fais un shoot avec, dans le but d'aider la storyline, c'est correct, mais c'est juste des estis d'enfantillage, parce que d'un côté, Punk a été méchant. Je trouve pas que ça j'ai le même Puis la manière que c'était amené, c'est peut-être pas aussi pire, mais j'ai un peu le même sentiment qu'à l'époque, toi, je pense que tu l'écoutais pas, mais ça a été montré l'espèce de truc backstage entre la relation entre Lita, Matt Hardy puis Adam Copeland, qu'on a amené ça à l'écran dans une rivalité entre Edge et justement Matt Hardy. Quand les deux gars s'aimaient vraiment pas parce qu'il y avait eu des... Puis j'étais comme vraiment, c'est de mauvais goût. Puis moi, c'est pas le genre d'histoire basée sur la vraie vie qui m'intéresse de voir ça. Je trouve ça plus malaisant que passionnant. Exactement. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi, puis c'est correct, c'est votre opinion. Mais moi, de mon côté, je sais pas pourquoi on remet ça de l'avant. Ça sert à rien. Je comprends les Young Bucks dans leur psyché de worker, où sont rendus. C'est le plus gros heel work qu'ils font depuis qu'ils font de la lutte. C'est ça qu'ils font présentement. Ils ont voulu aller chercher du heat, j'ai l'impression. En plus de peut-être répondre ou essayer de travailler avec les outils que Tony Khan leur donne, je crois aussi. Par contre, encore une fois, Young Bucks contre FTR, ça peut pas être un mauvais match. Ça peut pas être bon, surtout dans un match d'échelle. Ça peut pas être bon. Fait que je vais l'écouter le match, je vais être content de voir le match, mais ça risque d'être un bon match aussi. Là. Oui, mais je vais l'écouter avec un goût amer quand même, parce que ces hosties d'enfantillage là, ça m'énerve. Fait que ça va être un bon match, ça va peut-être être
peut-être le meilleur match de la carte, peut-être le deuxième, peut-être le troisième meilleur match, mais il va être dans le top des matchs de cette carte-là, peut-être même dans le top des matchs par équipe de l'année. Ils ont le potentiel de donner ça, mais toujours avec un goût amer ou avec un background un peu plus brunâtre que clairsemé de soleil dans un champ de coquelicots. Parce que c'est ça. Puis d'après moi, c'est Young Bucks qui va gagner. Les Young Bucks vont gagner avec... ils vont tricher de quelque façon pour aller générer encore plus de heat et faire suivre FTR. Fait que d'après moi, ça va aller du côté des Young Bucks. Parfait. Moi, de mon bord, je sais pas. Je pense que je vais y aller du côté d'FTR. OK. Surtout avec le backlash qu'il y a eu de la storyline. J'ai l'impression qu'on se dirigeait vers les Young Bucks. Mais là, que la réaction négative, en ce moment, j'ai l'impression qu'on... En tout cas, s'ils sont intelligents, moi, je ferai un no-sell de ce qui s'est passé mercredi dernier. J'en reparlerai plus jamais de ce qui s'est passé. On donne ça FTR, puis on passe à un autre appel. Puis on passe d'autres choses. Mais ouais. J'ai l'impression que de la manière que ça a été réfléchi au départ, c'était pour élever encore plus le personnage de méchant EVP des Young Bucks. Je pense que oui. Fait que, je vais quand même rester sur FTR à cause que je pense que le backlash qu'ils ont reçu, ça va peut-être faire changer les plans. Je pense que Tony Khan n'a pas l'introspection pour être capable de se rendre compte de ça. Ça se peut, ça et tout. Continuer avec ce qu'il avait déjà prévu dans sa petite tête. Là. Puis d'habitude, il poursuit ses storylines, blessure ou pas. C'est rare qu'il change d'idée, c'est rare qu'il s'adapte. D'ailleurs, on a encore Adam Cole qui est en storyline, malgré des blessures depuis longtemps. Fait que, parmi les questions qu'on pose là-dessus, est-ce qu'il y aura des interventions de The Elite? Fait que là, quand on parle de The Elite, on parle de Okada. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura des interventions de nouveaux membres? Parce que là, évidemment, le fait d'avoir présenté cette vidéo-là... En tout cas, je vois pas comment c'est pas pour réintroduire Jack Perry à l'intérieur de peut-être The Elite. Fait qu'est-ce qu'on va avoir un retour? Il y a eu quelques commentaires à la caméra pendant qu'ils descendent l'entrée où We love your work, Scapegoat, parce que Scapegoat, c'est le même que Jack Perry se surnomme. Ah là 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 là! Fait est-ce qu'il y aura des interventions? Et si oui, qui interviendra? Conséquent dans ce que je dis, oui, parce que j'ai dit que Young Bucks allait gagner avec une tricherie. Fait que oui. Parfait. Fait que de l'autre côté, oui. C'est un match par échelle, fait qu'on a le droit. C'est légal de tricher dans ces matchs-là. Mm-hmm. Donc, il pourra y avoir des interventions que ça ne compromette pas le vainqueur des titres. Fait que, non, je pense que ça ferait du sens, effectivement. Si tu fais gagner les Young Bucks, d'avoir un Okada qui vient, de peut-être avoir un nouveau membre qui vient s'ajouter. Peut-être un Chris Hero, parce qu'il était dans la vidéo aussi. Peut-être. Tout le monde. Le retour de... Ah non. Mais en tout cas. Le retour de la légende, Chris Hero. Ouais. Et c'est ce qui termine un peu ce match. Fait que, je pense que ça va être un bon match sur le papier, mais j'ai pas aimé, moi, la construction. Yep, très d'accord. Dites-nous-le en commentaire, vous, ce que vous en pensez, qui gagnera ce match-là. Et on enchaîne avec le prochain match. Et c'est encore un match construit un peu bizarre, qui est un match de 3 contre 3. Fait que d'un côté, on a Adam Copeland, qui est champion TNT, Eddie Kingston, qui n'est plus champion de rien, et Mark Briscoe, qui est maintenant champion de la Ring of Honor, du World Heavyweight de la Ring of Honor, contre la House of Black, donc Malachi Black, Brody King et Buddy Matthews. L'histoire de tout ça, c'est un petit peu compliqué, puis pas. Fait qu'on va y aller par segment. Fait que tout d'abord, la plus claire, c'est Mark Briscoe contre House of Black. Ouais. Ça fait longtemps que les deux, ils se cherchent. Ils se sont pognés à World's End, ils se sont pognés dans les derniers mois. Ils s'affrontent souvent. Ça découle un petit peu du Continental. Fait que, bref, là, on peut voir des liens qui se sont faits. Pourquoi Mark Briscoe, peu importe c'est qui, il n'aime pas House of Black, parce que House of Black, ils sont pas fins, ils interviennent, puis ils ont coûté cher dans le passé. Ensuite, Eddie Kingston, House of Black, je n'ai pas trouvé beaucoup de liens, personnellement. J'ai l'impression qu'on a juste fait « Oh, Eddie Kingston, il est pas blessé, puis il n'y a plus de ceinture, fait qu'on va l'ajouter. » C'est genre la dictée trouée, puis on a mis Eddie Kingston dans cette dictée trouée-là. Qui est un autre super babyface qui est over. Ah, Eddie Kingston. Ouais, mais tu sais, c'est quoi ses raisons d'être contre la House of Black? Il n'y en a pas vraiment qui ont été développés dans les dernières semaines, malheureusement. Fait que de ce côté-là, tu sais, au-delà de... Enfin, je sais pas, il est ami, mais tu sais, tout le monde est ami là, après. Fait que c'est bizarre de dire...
ma rivalité, c'est parce que Mais je suis même tanné de amis, quelqu'un. on les voit pas chiller, on le voit pas avec Mark Briscoe, on le voit pas avec Copeland. On se doute qu'ils se connaissent, qu'ils sont amis, mais t'es rendu là. C'est pas une assez bonne raison dans le storyline qui apporte un pay-per-view. C'est pas un match qu'on voit à télé gratuitement, là, c'est un pay-per-view, Simonac. Bref. Ouais. Bref, en tout cas, c'est ça. Fait qu'il y a des petits liens ici et là avec Briscoe, avec ça, qui se sont croisés dans le Continental, mais à part ça, tu peux voir ce lien-là, mais face à House of Black, il n'y a pas vraiment de lien. Non, c'est ça. Il y a plus un petit lien que Mark Briscoe. Puis ensuite, ben là, la série, c'est Adam Copeland, que là, lui, est champion TNT. Il est en mode un peu de Cope Open, fait que fait des Open Challenge. Il n'y a pas vraiment eu House of Black dans ses Open Challenge, mais là, ils ont commencé à intervenir après ses matchs. Ils sont venus le battre sans aucune raison. C'est ça, ils sont venus le battre, puis on n'a pas eu d'explication autre que c'est des pas fins, puis ils sont venus battre Adam Copeland, qui est un gentil. Fait qu'encore une fois, construction un peu bof de tout ça. On va y revenir un peu plus tard, mais je pense que celle-là particulièrement, elle a l'air. Ça a l'air du match sorti du cul de Tony Khan. Il y a tout le temps un ou deux là, par pay-per-view. Là. Ça, c'est le match de OK, ouais, ces gens-là sont disponibles. Parfait. Je mets ces trois bonhommes-là contre ces trois bonhommes-là, puis je les frappe ensemble jusqu'à temps que ça fasse de la bonne lutte. C'est tellement ça. C'est Tony Khan qui est assis dans son bain. Il fait comme boum, 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 les bonhommes. Bah! C'est ça. Fait que bref, c'est ça l'explication. Qui as-tu, toi, de ton côté gagnant? As-tu les gentils ou tu as les méchants? Ça va être les gentils. Ça va être les gentils. House of Black, ils font rien depuis qu'ils sont là. Ils pourraient avoir des ceintures. Il y a eu le trio. Ça a été correct, leur règne. Ça n'a même pas été. Ils ont même pas. Le plus grand champion dans toute cette gang-là, c'est Julia Hart, qui est devenue une vedette, qui a réussi à s'élever par-dessus de House of Black. Buddy Matthews, je l'ai dit depuis le début, puis je le redis, il y a l'aura d'un champion avec un bon manager, mais ça marche pas. Brody King aussi, il pourrait casser des gueules. Malachi Black, en simple, aussi, il pourrait. Comme, tu mets les trois ensemble, Chris, c'est comme s'ils se diminuent toutes de 2 coches. Fait qu'ils réussissent pas à s'élever. Pourtant, ils font des bons matchs. Pourtant, ils font des promos quand même le fun, un peu dans la pénombre, dans le noir, ça fait peur. Mais il y a de quoi qui clique pas, il y a de quoi qui marche pas. Fait que ça va être les gens. Un peu comme on est. Je pense malheureusement, sont pris dans le format de la All Elite Wrestling. Peut-être. Où on met beaucoup plus de l'avant les matchs que les histoires, que les storylines. Et c'est un clan très gimmick. Qui a besoin de temps au micro, de promo à chaque semaine. Comme on disait lundi, là. Exactement. Fait que j'ai l'impression que malheureusement, le défaut des qualités de la All Elite fait que le clan est pas capable de s'élever plus haut que ce qu'il devrait, malgré tous les bons membres. Tu prends ce clan-là, puis tu les mets de l'autre bord, tu prends Aleister Black, Buddy Murphy, puis Brody King va s'appeler quelque chose comme Big Motherfucker, là, parce que c'est le WWE. Là. Tu prends ces trois-là, puis tu les mets dans la WWE d'aujourd'hui, là, de là, au moment où on se parle, dans l'ère Paul Lévesque, puis il pourrait remplacer le Judgment Day du côté pertinence, puis côté le fun à voir aller. Ça fonctionnerait. Mais c'est ça, je pense que tu as raison, ils sont pognés un peu dans le carcan en élite. Mais... moi, je pense que je vais y aller avec les gentils aussi. Je verrais pas pourquoi les méchants gagnent. Ben, je vois pas pour des deux bords. Je pense pas que ça va affaiblir personne de perdre ce match-là, de le gagner. Ça va être un match, je pense, avec des spots. Puis on va finir avec Copeland qui est content de gagner. Puis attends, ça va être ça. Je viens d'avoir un. Ok, je voulais pas piler sur tes orteils, sur tes pieds de ta chronique de tantôt. Là. J'ai été voir tes notes, puis non. C'est un match en trio. Ouais. Il est où l'équipe gagnante? Ils sont où les champions en trio? Ben, à date, il n'y a pas de match, mais ils vont probablement avoir un match dans le pre-show, un contre l'autre. Non, mais tabarnak, ça fait aucun calice de sens. C'est un match en trio, tes champions sont pas là, t'as juste 2 équipes qui n'ont pas d'histoire, tabarnak, pis t'es même pas capable de mettre tes champions en trio avec, comme, il y avait une histoire qui se bâtissait avec, qui s'est déjà bâtie, qui a déjà existé avec House of Black, puis avec The Acclaim. Reprends cette feud-là pour aller faire un bon match. Si boire que c'est pas compliqué. Eh oui, mais on préférait briser le Bang Bang, Scissor Gang, puis les mettre les deux dans le pre-show. Oui, puis au moment où sont où depuis? Puis au moment où on s'en parle, le match n'est pas annoncé, mais il risque d'être annoncé genre samedi soir dans le pre-show, puis nous dire il va falloir avoir ces deux-là, c'est vrai. Il y a cette storyline-là
on développe à Rampage. Je suis désolé, on s'était dit en plus avant d'enregistrer, fait comme là, il faut rester positif, faut pas trop pogner les nerfs, on va essayer de rester... Mais, tu sais, c'est juste que... Tu sais, c'est peut-être... On connaît pas le background, on n'est pas dans les coulisses de l'All Elite, mais il me semble qu'il y a des moves qui sont tellement simples. T'as les outils, t'as les morceaux de puzzle devant toi, puis t'es pas capable de les mettre ensemble. T'as de l'air d'un enfant imbécile qui essaye de forcer deux morceaux de puzzle ensemble, puis qui met de la colle, puis qui crache dessus. Bon, prochain match. Prochain match. C'est Kazuchika Okada contre Pac. Et là, l'histoire, on sait pas. C'est deux bons lutteurs, c'est encore ça. C'est deux bons lutteurs, Ben, en fait, on aimerait ça les voir un contre l'autre. L'histoire est simple. Pac est revenu de blessure. Il est revenu, puis il cherchait le trouble. Puis il a demandé à Tony, ben, donne-moi du trouble. Ben, envoie-moi quelqu'un parce que je cherche le trouble. Si tu me donnes pas quelqu'un, il m'a le trouvé le trouble. Puis ben, il y a quelqu'un qui a trouvé le trouble. Puis ben, il va avoir du trouble. Puis voilà le trouble. Fait que Okada contre Pac qui, honnêtement, a aussi le potentiel de voler le show. Ouais. Parce que c'est deux workers qui fonctionnent, qui travaillent C'est ça qui relativement bien. Puis c'est ça qui est frustrant, c'est que c'est tellement un bon match, mais que tu l'as pas moussé. Fait que les gens, ils ont pas hâte à ce match-là. Parce que tu l'as pas assez moussé à travers. Mais là, quand on va être rendu au pay-per-view, les gens qui vont l'avoir acheté le pay-per-view, ils vont le voir puis ils vont faire hey, c'est vrai, c'est vraiment bon, mais t'aurais pu me le développer. Le genre de match que moi j'ai hâte de le voir. C'est le genre de match que j'oublie quand j'écoute le pay-per-view. Puis j'ai comme, il reste quoi, 3 matchs, il reste ça, puis ça. Puis tu sais, celui-là, je l'oublie. Il arrive, fait comme, ah oui, c'est vrai, ça existe, je suis content. Puis tu sais, dans le premier All Out en 2018, même avant qu'All Elite existe, ce qu'ils ont fait au Madison Square Garden avec Ring of Honor. Okada a eu un match contre Marty Scurll dans le temps qui était avec The Villain Enterprise à Ring of Honor. Ça fonctionnait très bien. Puis Marty Scurll qui a un peu le même format que Pac. Il était plus petit, un peu high-flying, quand même technique. Puis Okada fonctionne très bien avec ce genre de worker-là. Fait que ça risque d'être un match qui peut juste voler le show. Mais pas d'histoire. Pas d'histoire. Puis bref, en tout cas, il y a une autre occasion peut-être un peu ratée de ce côté-là. Fait que, sinon, qui que t'as comme gagnant? Okada. Okada, ben ouais, moi aussi. Je pense que c'est un peu trop tôt pour enlever la ceinture à Okada. En même temps, je sais puis pas, mais... Pac peut bien paraître dans la défaite quand même. Il est capable de se s'élever dans la défaite. Exact. Puis je pense aussi qu'Okada, il y a un aura en ce moment. Il est très fort. Il est vendu très, très fort. Ouais. En tout cas, j'espère que ça va rester comme ça, mais le Rainmaker est un des rares finishers protégés présentement. Malgré que ce n'est qu'une corde à linge, mais... mais c'est sa corde à linge à lui. Oui, c'est sûr, c'est sa corde à linge à lui. Puis c'est correct qu'elle soit protégée aussi. Je dis pas que pour une fois qu'il en protège un. Fait qu'on va voir si Pac va être capable de kick-out de la corde à linge ou si on va continuer de la protéger. Fait que c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire à l'histoire. Fait que ça va juste être un bon match entre deux lutteurs. On a hâte de le voir, mais pas d'histoire. Prochain match. All Elite, c'est là où les lutteurs luttent. Je sais plus leur tagline. Ouais. Là où les meilleurs lutteurs luttent. Ben voilà. Fait que c'est ça. C'est pas là où les meilleurs lutteurs racontent des histoires. Est-ce que le prochain match, qui est une des histoires les mieux construites, oui, ça oui. Timeless Tony Storm qui fait beaucoup de bon travail au micro dans les derniers mois et qui encore une fois a fait un bon travail au micro. J'ai l'impression qu'il y a plein de petites choses qui sont aussi semées aux alentours de ce match-là sur ce qui va venir dans le futur, d'où que ça arrive. Donc un match contre Thunder Rosa. Thunder Rosa, on le rappelle, elle avait remporté son premier championnat du monde féminin à la All Elite Wrestling en 2022, mais elle a dû donner si on veut, son titre parce qu'elle se blessait, elle ne pouvait plus lutter. Elle était quand même un peu... tu sais, le personnage de Thunder Rosa, j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à qui elle est dans la vraie vie. Fait que c'est quelqu'un qui est très... comment je pourrais dire ça? Qui est intense, mais tu sais, qui veut aller loin, qui veut... Okay, oui. Tu sais, qui est très carriériste, qui est très... Qui se voit au top. Même si elle l'est pas. Si je suis là, je deviens meilleur. Si je suis là, exactement. Puis si je le suis pas, je suis un peu fâché. Puis je fais des messages aux caméras. Puis je dis mettez-moi au top. Et là, j'ai hâte de voir parce que là, elle affronte la personne qui est au top depuis quelques mois. Est-ce qu'on va arrêter le règne de Tony Storm à ce stade-ci pour le redonner à Thunder Rosa? Ou on va poursuivre le règne de Tony Storm et on va envoyer Thunder Rosa parce qu'on s'entend, on a un peu installé lors de la construction que Deonna Purrazzo,
tentait d'aller aider Thunder Rosa face à Mariome et Toni Storm. Et Thunder Rosa, mais pas ça. Fait qu'on sent de la petite friction. Fait est-ce que cette friction-là va se retrouver autour de la ceinture ou va plutôt se retrouver où il n'y aura pas de ceinture en jeu, mais la friction va se faire? À voir. Mais c'est ça, Thunder Rosa, solide dans le ring. Depuis son retour, elle look, elle est super bonne. Très content, moi, de la revoir. Là. C'était une des filles de la division qui l'a tenue sur ses épaules pendant un bout. Et du côté de Toni Storm, ben, c'est Toni Storm, elle est plus forte sur la ligue, elle est tellement bonne au micro. Le match se construit vraiment autour aussi un peu de Mariome qui a fait partie, qui était dans le fond l'aspirante, était dans le match d'aspirant numéro 1 contre Thunder Rosa, parce qu'elle aussi elle a enchaîné beaucoup de victoires. Et Toni Storm l'aime beaucoup. Moi j'aime tellement l'arc narratif qu'on a eu autour de Mariome quand elle est arrivée, elle était juste une fan un peu groupie que Toni s'en foutait. Et là, tranquillement, pas vite, Toni, elle l'aime. Elle a commencé à s'habiller comme l'ancienne Toni Storm. Fait que là, elle l'aime de plus en plus. La ligne où elle dit justement je me fous beaucoup en toi et ça tombe bien parce que je m'aime beaucoup. C'est tellement une bonne ligne qui représente bien le personnage de Toni Storm. Donc, est-ce que ça sera là? Est-ce qu'on va appuyer sur le déclencheur pour partir la rivalité entre Mariome et Toni Storm? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on construit ça vraiment sur le long terme, pour ma part. Fait que j'ai pas l'impression que ça va être à ce moment-là. Est-ce que Mariome aura un impact sur le match? À vous nous le dire. Ça sera également dans le questionnaire. Toi, de ton côté, qui as-tu gagnante entre Thunder Rosa et Toni Storm? Bon. J'essaie un guess. Parce que, d'après moi, ça va se dessiner dans le Dynamite, dans le Collision. Le Dynamite que vous avez déjà vu, le Collision qui s'en vient. Nous, au moment où on enregistre ceci, on n'a pas vu le Dynamite, on n'a pas vu le Collision de cette semaine, donc la semaine du 15, du 14, si vous commencez votre semaine le dimanche, avril. Je crois qu'il va y avoir un turn de Mariome sur Toni Storm pour donner la ceinture à Thunder Rosa. Okay. Par contre, on n'a pas encore vu d'indice qui nous dit que Mariome pourrait tourner contre Toni Storm. Fait que, à ce moment-ci, c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de ce qui se passe à Dynamite, ça dépend de ce qui se passe à Collision. Moi, c'est de même que je le ferais. Donc, on protège Toni Storm, puis Mariome on commence à intégrer des petits électrons libres de l'ancienne vie de Mariome aussi. Tranquillement, pas vite. Il y a des nouvelles filles de la Stardom que Mariome a eu des clans avec eux, tout ça. Et là, on les inclut à l'intérieur de Toni Storm. Est-ce qu'on va faire un peu comme on a fait avec Damage Control, tu sais, des nouveaux membres qui viennent s'ajouter à l'entourage de Toni Storm, finalement pour être au détriment de Toni et que Mariome reprenne l'avantage dans cette espèce de clan-là. On n'en est pas là encore, mais on commence à installer des petits éléments d'histoire. Mais ça voudrait dire que toute l'histoire qu'on raconte avec Thunder Rosa est là pour rien un peu, dans le sens où Toni Storm va aller gagner contre Thunder Rosa sans que ça ajoute à l'histoire qu'on nous raconte présentement avec Mariome et Toni Storm. J'ai l'impression que Thunder Rosa est un peu un outsider, c'est un peu à l'extérieur du cocon de l'histoire ou du noyau de l'histoire qui est raconté avec Mariome et Toni Storm. Fait que j'ai de la misère à voir comment on pourrait faire perdre Thunder Rosa sans que ça nuise à la fusée qu'elle a dans le dos présentement, parce que depuis son retour, justement, elle est excellente. C'est pas une que j'aime nécessairement dans le ring, mais c'est un personnage que j'aime aimer. Mais oui, là maintenant, est-ce qu'elle irait une feud contre Diana Peruso sans ceinture, encore là? Peruso, elle vient d'arriver. Puis elle mériterait. Puis je l'ai trouvé bonne, moi, Peruso aussi, là, dans le ring. Là. Fait que beaucoup d'appelés, peu d'élus à ce moment-là pour être au top. Fait que. Hey. Thunder de ton bord. Moi, je vais y aller avec Toni. Pour une fois que le produit féminin, on va peut-être enfin ravoir 2 têtes d'affiche importantes avec Mercedes Moné qui arrive. Et là, si on se divise les 2 ceintures, ben ça rend les 2 ceintures intéressantes. Absolument. Peut-être qu'on va y aller du côté de seulement garder Moné puis de donner la chance à quelqu'un qui est peut-être un peu plus meilleur pas meilleur dans le ring, mais que Thunder Rosa est plus reconnu pour son in-ring que ses promos. Ouais. Alors que Toni, j'ai l'impression, est bonne dans les deux, mais vraiment, les promos, ça la démarque. Et dans le contexte actuel où on met seulement un match de femmes
par épisode de Dynamite, mais qu'on peut se permettre des promos. J'ai l'impression que Tony fit mieux parce que même si elle n'a pas de match, elle peut quand même se démarquer dans une promo, ce que peut-être Thunder Rosa va peut-être avoir plus de difficultés à faire. Fait à cause de ces éléments un peu externes à la lutte en tant que tel, moi je vais y aller avec Tony Storm, mais ça ferait bien du sens, puis éventuellement il va falloir appuyer sur la gâchette pour Mario May contre Tony Storm. Moi j'espère que ça va être autour de la ceinture, fait que c'est pour ça aussi que je la laisse du côté de Tony, parce que j'aime beaucoup Mario May, ce qu'elle nous présente dans le ring, ce qu'elle présente comme actrice. Elle a de la complète all-around. Ouais, puis lorsque tu sais, je sais pas si on va faire que c'est Mario May qui est la méchante, puis que Tony redevient gentil. Je pense que Tony, on va avoir plus de facilité à sympathiser avec elle dans le type de personnage qu'elle a. Un peu comédie, ça se fait avoir par Mario May. Et d'amener Mario May très ill. Fait que je pense à cause de ça, je préfère cette histoire-là, mais cette histoire-là se raconte sans ceinture. Fait que même si elle perd la ceinture, on va quand même y aller éventuellement une rivalité entre les deux. Mais j'espérais qu'elle reste autour de la ceinture. Fait que c'est pour ça que je vais laisser Tony Storm gagnante pour ce match-là. Cool. Dites-nous-le et dites-nous qui aura également un impact durant le match. Mario May, Luther on a tout le temps. Fait que dites-nous s'il va encore en avoir un. Fait que ça sera la surprise cette fois-ci. Absolument. Et on enchaîne avec le prochain match. Deux choses. Roderick Strong contre Kyle O'Reilly. Deux choses à dire là-dessus. Premièrement, j'aurais aimé une plus longue histoire qui est racontée. Il y avait beaucoup d'éléments où on aurait pu continuer cette histoire-là un peu plus longtemps avant de voir ce match-là sur pay-per-view. La deuxième chose, c'est que Scratch, la première chose que j'ai dit, j'ai tellement hâte de voir ce match-là que peu importe le build-up qu'ils vont me donner, Strong contre O'Reilly, je veux voir ce match-là. Je veux voir la violence que ces deux gars-là, qui se connaissent depuis longtemps, sont capables de nous donner. L'histoire qu'on nous raconte derrière ça part de très loin, part de longtemps, part de NXT en 2019. Ça, c'est quand Kyle O'Reilly et Bobby Fish étaient avec Adam Cole dans le clan qui s'appelait Undisputed Era. Whatever le signe qu'il faisait avec Undisputed Era. Regarde, peu importe. Peu importe le signe qu'il faisait. Ça partait de là où Strong, un moment donné, est arrivé lui aussi. On l'a accepté dans le clan. Ils ont été ensemble pendant un long moment, finalement. O'Reilly s'est tourné contre tout le monde. Il voulait tout seul. Adam Cole aussi. Undisputed Era a craqué. Adam Cole et Kyle O'Reilly se sont battus dans des matchs crissement violents à NXT. Tout le monde est parti de la WWE. Ouais. Ça a fini là-dessus. Hein? Les deux histoires se sont terminées. La fin de contrat arrivait à l'échéance où tout le monde finissait son contrat et on a décidé d'aller signer l'autre côté. Ça a gagné contre Adam Cole. Exactement, ça a fini là-dessus. Donc, on poursuit un peu cette histoire-là qui a débuté de l'autre côté. Exactement. Mais à travers tout ça, tu as eu une grosse blessure d'O'Reilly qui a pu mettre fin peut-être à sa carrière. Oui. Et blessure dans la nuque, c'est pas ça qu'on espère. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis qu'O'Reilly est revenu comme un gentil. Strong qui est méchant depuis quelques semaines avec le clan du Undisputed Kingdom, qui est un peu à la tête du clan quand Cole n'est pas là. C'est un peu lui qui contrôle le trafic, si on veut. C'est un peu le bodyguard, pas le bodyguard, c'est celui qui est le plus près de Adam Cole présentement. Et il voulait inclure Kyle O'Reilly dans le groupe, puis un peu comme le groupe l'avait fait avec Strong au début à NXT, eux voulaient faire ça avec Kyle O'Reilly, donc on te tend la main, viens. Strong, lui qui avait accepté dans le temps de NXT, Kyle O'Reilly qui a refusé de venir, il a dit non, je vous aime les gars, mais moi je vais aller faire des choses toute seule, en simple, j'ai jamais fait ça de ma vie, je veux me prouver à moi-même et à tout le monde que je suis capable d'être une vedette, d'être un lutteur en simple. Et je pense que ça n'a pas plu à Strong, qui voyait O'Reilly comme un allié méchant dans son groupe. Et au Battle of the Belt de la semaine passée, donc la continuité du Collision, il y a eu un match avec c'était Strong contre Rocky Romero. Et Strong qui a gagné, qui voulait battre un peu Romero après le match. Kyle O'Reilly qui est venu défendre Rocky Romero. Et Strong qui l'a pas pris. Il était un peu en tabarnak. Fait que
Ouais. Crac. Le cœur a cassé. cassé. O'Reilly qui a mangé une tabaslaque de corde à linge de la part de Wardlow et un tabaslaque de coup de genou de la part de Strong. Moi, ça m'a rendu très heureux parce que j'ai hâte de voir ce match-là. J'étais un peu quand même déçu du build, on se le mentira pas. J'aurais aimé ça, que ça s'étire, puis que ça dure, puis que ce soit le fun, puis que moi, ce match, le turn aurait pu se faire là. On aurait pu continuer l'histoire. On aurait pu passer par-dessus ce pay-per-view-là puis aller au prochain pour voir ce match-là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on prend pour acquis que le public a suivi les histoires à l'extérieur du produit qui est la All Elite. Et c'est souvent quelque chose que la All Elite fait. Mm-hmm. On va prendre pour du cash. Que, les gens, ils comprennent que O'Reilly et Strong ils ont déjà été ensemble parce que c'était dans l'autre compagnie. Mais je pense qu'en tant que compagnie, il faut que tu sois quand même capable de recréer tes propres histoires et pas juste te baser sur le passé. Puis, bref, j'aurais peut-être commencé avec un O'Reilly qui rejoint le clan puis là, pour quelques mois et que là, tranquillement vite, tente de s'en aller et que là, la brisure fait encore plus mal parce que là, ça a été un peu précipité. Puis on la sentait venir dès que ça a commencé. Oui, en partant, on savait que ça allait pas durer. En partant, c'était comme, ça m'a amené Strong va être fâché. Puis finalement, on a appuyé sur la gâchette dimanche dernier. Mm-hmm. Mais on aurait pu le faire plus tard puis mieux le construire, je pense, pour que ça soit moins évident un peu que ça s'enligne vers ça. Tu sais, un vidéo package, un vidéo package de 45 secondes qui explique leur histoire, ça aurait pu être fait. Tu sais, les commentateurs s'en rendent compte, je pense qu'il y a beaucoup de trous dans les histoires ou dans les détails qui sont donnés, puis les commentateurs travaillent très fort pour essayer de nous donner le plus de détails possible. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui écoute avec une écoute active les commentateurs pour avoir toutes ces clés-là. Fait que des fois, oui, t'as raison. Il nous manque des clés. Mais moi, je les ai, ces clés-là, puis je suis content en tabarnane parce que ça va être... Ouais. Ça aussi, ça risque d'être... Hey, honnêtement, c'est une belle carte. C'est une très, très belle carte. Même si on n'a pas les histoires qui nous apportent à cette carte-là, la lutte à l'intérieur de cette carte-là va être phénoménale. Je serai pas beaucoup assis pendant ces 3 heures de lutte-là, ça c'est certain. Puis c'est ça. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que est-ce qu'on va être capable de vendre ça à des gens qui suivent pas nécessairement le produit? Je sais pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup de hype. Je pense que Tony est rendu à la croisée des chemins où est-ce que tu assumes le fait que tu es un indie avec de l'argent puis que tu ne racontes rien mais que tu n'auras jamais plus que 300 000 personnes qui écoutent Dynamite, ou tu nous donnes des clés, tu fais quelque chose qui est un peu plus accessible au grand public parce qu'il faut que Tony comprenne qu'on n'est pas tous des crinqués comme lui qui a toutes les informations. Puis tu nous aides à t'aider puis que là, ben peut-être que tu vas retrouver tes millions de views que tu avais pour Dynamite. Bref, c'est... Ah, c'est cool. C'est ça. Est-ce que, question, qui as-tu gagnant et pourquoi? Ça va être Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, parfait. Ouais. Moi, je vais la donner à Strong, mon bord. Cool, ok. Je trouve qu'il est tôt encore, puis j'ai l'impression que Strong est un morceau du casse-tête de la plus grosse histoire qu'il est racontée autour de Cole. J'ai l'impression qu'il va la garder jusqu'à ce que Cole arrive. Et justement, parlant de Cole, est-ce que Cole aura un impact durant le match? Parce que c'est un ami de Kyle O'Reilly aussi, là. Oui, il va avoir un impact, même qu'il va avoir une petite hésitation à un moment donné. Parfait. Fait que toi, tu penses qu'il sera autour et qu'il viendra jouer un peu les troubles fight? Ouais, moi, je pense qu'il était pas remis à 100%, mais capable de courir sans bottes. Parfait. Et dites-nous, vous, dans les commentaires, ou répondez au questionnaire, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là, qui vous avez gagnant? Et on enchaîne vers le peut-être main event, probablement main event de la soirée, qui est Samoa Joe contre Swerve Strickland, accompagné de Prince Nana, son valet. Un match simple pour le championnat du monde de la All Elite Wrestling. Un match qui a été construit quand même depuis quelques temps. En fait, depuis que Joe a la ceinture, il y a une cible dans le dos que Swerve veut, parce que Swerve n'a de yeux que pour la ceinture. Donc, depuis que la ceinture est autour de lui, Swerve il est comme let's go, faut que je tourne dans tout ça. Le dernier pay-per-view, on a eu un match à 3 avec qui incluait Hangman. Hangman la moustache. Entre Swerve et Hangman qui se poursuivaient à l'intérieur de ce match-là. Ça l'a un petit peu, et je pense que c'est ce qu'on voulait raconter, que l'intervention ou le fait qu'Hangman était dans le match a peut-être coûté la victoire à Swerve. Ouais. Et là, on voulait un match 1 contre 1 où Swerve n'aura pas d'excuse s'il perd. Et ce qu'on construit un peu à l'intérieur des deux personnages, c'est Joe qui est la meilleure version d'un Samoa Joe, qui est dominant, qui est invincible, qui est très puissant. Ouais. Et
de l'autre côté, un Swerve Strickland qui est un peu crinqué dans la tête, puis qui est prêt à saigner s'il faut saigner, qui est prêt à faire des moves. Signé en saignant. Exact, signé en saignant, mais qui est prêt à aller très loin pour remporter cette ceinture-là. Ouais. Le pay-per-view également s'appelle Dynasty, fait que ça serait pas éthique qu'on termine avec c'était le destin de Swerve depuis longtemps, d'être le premier champion afro-américain à gagner la ceinture de l'All Elite Wrestling. À voir si on va enfin y aller. Moi, dans ma tête, on aurait dû déjà y aller au dernier. Je pense que oui. Là, il y a une deuxième chance. Est-ce que c'est à ce moment-là? La construction, c'est quand même bien fait aussi. Là. Ouais. On a donné du temps de micro, on a donné une signature de contrat. Ça a quand même été efficace pour installer les deux personnages. Histoire classique, mais qui serait très bien racontée. Une histoire de quelqu'un qui veut absolument gagner la ceinture et un champion dominant. Et pour arriver à ça, il a dû se prendre contre Takeshita parce que il n'y avait pas d'histoire contre lui, mais c'était le classement. Et le classement disait que c'était les deux meilleurs. Donc, ils se sont affrontés et c'est Swerve qui en est sorti gagnant. Qui as-tu de ton côté gagnant pour ce match simple entre Joe et Swerve? Swerve Strickland all the way. Swerve, c'est le temps, là. Ouais, c'est là que ça se passe. Run, une grosse run, là. Parfait. Un bon bout, là. Un bout, même à Wembley, là. Je parlais que Ospreay pourrait aller gagner la grosse à Wembley devant son monde. Ah, on passe ça. On va plus loin encore. Swerve, là, parfait. All the way. Parfait. Moi aussi, je vais avoir Swerve Strickland. Là, si c'est pas là, ça sera jamais. Ben, en tout cas, ça sera pas dans la prochaine année, où ça va sortir de nulle part. Mais je trouve que c'est là, tous les éléments sont en place pour que ça arrive. Là. Il faut qu'un moment donné, tu le donnes. Puis, tu sais, Joe, je pense qu'il a un bon règne quand même de champion. J'aime ce qu'il fait. Absolument. Mais c'est ça. Tu sais, Joe, dans ma tête, est un champion de transition. Ouais. Peut-être qu'ils me donneront pas raison puis il va avoir la ceinture toute l'année. Mais moi, je le voyais comme un champion de transition pour aller vers Swerve. Je pense qu'il a bien transitionné. Là. C'est ça. Puis je pense que ça va montrer de l'impact aussi. Le fait de battre Joe, ça veut dire de quoi? Parce que Joe est dominant. Fait que Swerve le batte, ça va vouloir dire quelque chose. Ça va l'amener à être dominant. Fait que moi aussi, j'ai Swerve Strickland. Ce que j'espère être un bon match. Les deux ensemble, j'ai hâte de voir la chimie. Est-ce que ça va bien pogner la sauce de tout ça? Les deux peuvent être très violents. Fait que moi, je pense que oui. Là. Mais on dirait, Swerve il est très agile dans sa manière puis très fluide. Parce que Joe est un peu plus baraqué. Mettons les moves là, que Swerve un peu en serpent vient pogner. Ouais, je comprends. Est-ce que ça va bien matcher avec le style de Joe? J'ai hâte de voir le in-ring de ce match-là. Ouais. Comment ils vont le développer. Est-ce qu'ils vont juste y aller Joe qui démolit puis Swerve qui est un peu très underdog puis que kick-out tout le temps puis il est plein de sang mais finit par la remporter. On dirait que ça s'enligne vers une histoire comme ça du match. On va voir si c'est ce qu'ils vont faire. Mais moi, je vais y aller aussi avec Swerve. Cool. Donc, dites-nous dans les commentaires qui vous avez gagnant pour la ceinture. Est-ce qu'on a un nouveau champion du monde de la All Elite Wrestling? Et maintenant qu'on a fait toute la carte, évidemment, il y a d'autres questions qui viennent. Fait que dans le questionnaire, vous allez pouvoir répondre à quel sera le premier match, combien de matchs il y aura dans le pre-show, quel sera le main event et d'autres questions comme ça. Fait qu'on vous invite à aller en dessous dans le questionnaire. Il y a le lien dans la description. Si vous nous écoutez à l'audio, allez sur notre page Facebook ou Instagram. On va mettre également en commentaire le lien vers le questionnaire pour que vous puissiez répondre et être le meilleur lutteur, la meilleure personne qui prédit la lutte. Absolument. Et présentement, c'est Pierre-Paul qui est le meilleur qui prédit la lutte, qui a gagné WrestleMania X large. Absolument. Et moi, j'ai terminé cet épisode avec une chronique un peu spéciale parce qu'on en a jasé tout le long. Et j'avais une petite frustration de voir à quel point le booking, je l'aimais pas. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Même si sur papier, la carte est excellente. Je trouvais qu'il manquait un peu d'histoire autour de ça. Fait que je vais faire la chronique qui s'appelle Max book mieux que Tony Khan. Et ça sera pas très compliqué à booker mieux que Tony Khan, je vous le dis tout de suite. Fait que ça va être très simple. Okay? Je vais juste prendre les matchs, dire ce que moi je ferais. Comment j'aurais construit ça un peu différemment pour qu'on soit plus intéressé au match et qu'on soit pas juste intéressé par « Oh wow, c'est deux très bons lutteurs qui s'affrontent. Donc tout d'abord, Julia Hart contre Willow Nightingale avec Stokely Hathaway. Moi, comment j'aurais construit le match, Willow Nightingale est avec Statlander, est avec Stokely Hathaway. Fait que moi, étant Julia Hart et Sky Blue, j'aurais visé dans la construction de ce match-là. Tu peux garder tout le côté number one contender, tout ça, que Willow finit par se rendre contre... dans le match à 4, ça tu gardes ça, mais une fois que ça c'est décidé, à toutes les semaines, Julia, pendant un match de Willow,
pendant que Willow ne regarde pas, vient attaquer un membre. Fait que vient attaquer Statlander, il fait le Black Miss. Commence à créer quelque chose d'un peu plus personnel. Fait que vient isoler Willow un peu plus. Et attaque même Stokely Hathaway. Peut-être, durant un match, t'as une vignette que, Julia Hart aime ça faire des vignettes en arrière. Fait qu'au lieu que tu fasses ta vignette bizarre avec des masques qu'on comprend pas trop, tu fais une vignette où elle a kidnappé Stokely Hathaway. Ouais. Et là, Willow voit ça, court pour essayer d'aller l'aider. Ça amène un côté un peu plus personnel à l'histoire entre les deux. Puis ça fait que, peut-être qu'on va plus s'intéresser à ce match-là que ce qui est présenté présentement sur la carte. Tu peux garder tout le côté de Mercedes Moné qui amène vers le futur. Mais, ça change rien. Mais Julia versus Willow, c'est ça. T'ajoutes une couche où tu la... Puis peut-être que tu termines le dernier Collision ou le dernier Dynamite où Willow finit par prendre le dessus et blesse Sky Blue pour un peu égaliser les forces, qui fait que durant le match, c'est vraiment Julia Hart contre Willow et qu'on a enlevé toutes les autres personnes qui sont dans les deux clans. C'est comme ça que je l'aurais construit. Oui. Exact. Prochain match, les Young Bucks contre FTR. On peut garder le côté du tournoi, ça va. Peut-être mettre des gens plus intéressants dans le tournoi parce qu'on avait beaucoup de low card au niveau de la division par équipe. Ça mettait pas de challenge, on savait. Exact. On sentait que ça s'enlignait vers Young Bucks contre FTR. Fait que peut-être un peu plus de gens plus haut placés sur la carte en équipe pour qu'il y ait un peu moins de prévisibilité dans tout ça. Cependant, moi, je me serais, au lieu d'amener toute la fête Simple, puis on s'en fout, tout ça, je me serais concentré sur le in-ring des deux autres affrontements. Fait que peut-être que les Young Bucks, vu qu'ils sont dans l'équipe EVP, tout ça, ont accès aux archives, puis là, tu les vois eux-mêmes étudier les matchs, puis là, qui reprennent des séquences, un peu, tu sais, qui font genre, hey, check, qu'est-ce qu'on a fait là? On l'a joué clean parce qu'on était des gentils. On aurait pu tricher à ce moment-là. Et qui là, nous ressortent plein de segments où il aurait pu tricher. Puis c'est ça qu'on va voir dans le match. Et là, exact. Et là qu'on dit, et là qu'à travers la construction, ils vendent très clairement. Tu sais, ils disent, on est des VP, nanana, on va pas tricher. Mais en voulant dire, on va tout faire ce qu'on est capable de faire. L'arbitre le saura pas qu'on a triché. C'est un peu ça qui va être vendu. Pour amener justement dans l'affrontement clair, là, on peut le laisser en ladder match, mais là, en ladder match, on a le droit de tricher en plus. Mais si tu enlèves l'effet ladder match, tu peux avoir un bump d'arbitre, que justement, le EVP a déjà une deuxième arbitre prêt à venir runner in pour quand ils savent qu'ils vont tricher. Fait qu'un espèce de plan de match un peu mis d'avance, puis que l'histoire est... Puis justement, ça fait très FTR aussi, que tu mets de l'avant un plan de match. Puis là, le fun du match, c'est de regarder comment le plan de match s'exécute. Puis s'exécute pas. Comment FTR contre. Exactement. Fait que ça, c'est comme ça que je l'aurais construit. Surtout qu'on a deux autres affrontements sur lesquels s'asseoir entre les deux équipes. Fait que je l'aurais peut-être fait un peu plus comme ça, en analyse de match. Pour rajouter une couche de niaiseux par-dessus, je ferais que moi, la semaine d'après, un coup qu'FTR a gagné, ils font une promo, ils font comme « Ouais, mais les Bucks, Nicolas et Matthew, vous êtes stupides, vous avez tout montré pendant Dynamite ce que vous allez faire. » Fait qu'on a juste regardé Dynamite pour vous voir faire ce que vous allez faire. Fait qu'on a gagné. Exact, c'est de la lutte niaiseuse drôle aussi, puis en même temps ça amène un peu d'aspect au niveau in-ring qui pourrait être plus intéressant, qui te donne le goût. Au-delà de match, il va être le fun à regarder, mais là, ça amène un autre niveau, un peu plus méta. Ensuite, Kutsushika Okada contre Pac. Là, moi, ça, je l'aurais tout refait au complet. Fait que tout d'abord, j'aurais fait un tournoi de qualification, pas juste Pac arrive, je veux gagner. Non, Pac arrive, il cherche le trouble parfait, on te met dans le tournoi pour savoir qui va être le numéro 1 à Contender. À travers tout ça, tu rentres Eddie Kingston, que oui, il a perdu sa belt, mais il veut regagner sa belt. Fait que tu le mets dans le tournoi, ça donne une justification. Et je reviendrai, mais il y a plusieurs choses qui peuvent se construire dans ce tournoi-là. Mais effectivement, à la fin, Pac contre Kingston est la finale. Pac gagne et devient numéro 1 au titre. Puis ça fait un peu de surprise parce que Kingston, tu t'attends qu'il va peut-être avoir son rematch contre Okada. Ça crée un effet de déception face à Kingston. Et tu fais perdre Kingston sous une intervention quelconque de Malachi Black. Donc Malachi Black est dans le tournoi, donc la ronde demi-finale, il se pogne contre Malachi Black, Kingston gagne contre Malachi Black, mais Malachi Black le prend pas. Fait que dans le match qui suit, il ferme les lumières, tout devient noir, ça déconcentre Kingston et Pac en profite pour gagner de cette manière-là contre Kingston. Et ça justifie du même côté pourquoi Kingston arrive dans l'autre rivalité contre House of Black, au lieu que ce soit juste des bonhommes qui rentrent dedans. Puis que... Fait que tout ça,
je l'aurais construit de cette manière-là. Je pense que c'est plus clair. Puis ça met aussi le prestige d'Okada qui arrive tout le temps avec sa belle puis qui fait, vous voyez, tout un peu comme Logan Paul l'a fait de l'autre côté. Ouais. Tous ces gens-là, ils veulent se prendre contre moi. Qui va réussir à se prendre comme moi? Puis tu peux rentrer plein d'autres gens qui sont dans les autres histoires. Fait que Malakai Black, tu lui donnes des matchs. Tu peux mettre un Cesaro dans ces matchs. Tu peux mettre d'autres mondes. Puis ça crée d'autres bons matchs de semaine au lieu que ce soit juste des matchs tirés au hasard la semaine même. Ben oui. Ensuite, j'enchaîne avec l'autre match, Adam Copeland et Kingston, Mark Briscoe contre House of Black. Fait que là, je l'ai déjà dit, tu les mets dans le tournoi. Cependant, Copeland, tu lui fais faire son Cope Challenge et t'as Buddy et Brody qui y répondent 2 semaines de suite. Buddy, il bat clean, mais avec difficulté, mais sans ça un beatdown de House of Black, ce qui fait que tu l'installes déjà, le House of Black est un peu fâché. La semaine d'après, Brody King répond au Cope Challenge et au moment où il fait un spear, s'en va pour gagner, là, avant même qu'il y ait le pin, t'as une intervention de tout House of Black qui vient péter, donc c'est disqualification, mais Copeland il est magané. Ouais. Et là, ça justifie le OK, pourquoi House of Black veut s'en aller contre Copeland parce qu'il voulait la ceinture. C'est ça la raison. Ouais. De l'autre côté, Mark Briscoe, ben, tu l'ajoutes parce que pour la suite de l'ancienne rivalité. Fait que lui vient égaliser, si on veut, Copeland lorsqu'il se fait attaquer. Et là, le tournoi se poursuit. Fait que Kingston, il arrive à la toute fin quand il a perdu. Et c'est là qu'il revient rejoindre quand il s'est fait coûter son match. Et là, ça devient logique que ces trois-là affrontent House of Black parce que durant le mois, ils se sont croisés de d'autres manières et ils décident de s'affronter dans ce match-là. Fait que je pense que c'est un peu plus clair. Ça donne des raisons aussi de se venger. Fait pas que, la plus grosse raison, mais ça donne des raisons. Eh oui, puis ça en tout cas. C'est, comme je dis, c'est basic là, ce que je te mets en storyline. Là. On n'est pas 8 niveaux, là. Rien qu'un niveau de plus. Là. Ensuite, Tony Storm contre Mario et avec Mario May et Luther contre Thunder Rosa. Le seul match que je vais faire parfait, vous l'avez bien construit, pas besoin de le refaire. Faites-le de la même manière, lui. Nice. Je vous donne bravo Tony, ça a réussi celui-là. Roderick Strong contre Kyle O'Reilly. Construction ok, mais je l'aurais fait un peu plus sur le long terme, un peu comme tu l'as dit. Et je pense que le turn, au lieu que ça soit sur Romero, je l'aurais fait sur quelqu'un de plus significatif dans l'histoire. Fait que peut-être ramener un Bobby Fish. Qui a déjà été, je sais qu'il a été renvoyé, c'était peut-être un petit peu touché, mais de ramener quelqu'un qui faisait partie du clan dans Disputed. Ouais. Qui fait que. Qui donne une raison pour O'Reilly d'être autour de tout ça, autre que juste. Protéger quelqu'un pour protéger quelqu'un. C'est ça. Fait que je ferais la même chose, mais peut-être quelqu'un de plus significatif que Romero. Pour le match entre Joe et Swerve Strickland. Je ferais un peu la même chose, mais je mettrais plus de l'avant que Swerve, c'est un fou dans la tête, qui rentre par infraction chez le monde. Fait que tu sais, je mettrais vraiment le côté, il est prêt à tout pour déconcentrer Joe. Fait que tu fais un Joe dominant, mais que plus les semaines avancent, plus il a un peu peur de ce que l'autre est prêt à se faire. Genre. Tu sais, genre l'espèce de Kingston qui se donne des tacs dans le chest, là. Ouais. Tu ramènes un peu ce côté-là fucké de Swerve. J'ai dit quelqu'un sur de Swerve qui se tac dans le chest. Ouais. Puis peut-être tu fais peut-être un segment où justement il essaie de rentrer chez Joe, puis t'as juste Joe. Tu sais, ça fonctionne pas, mais Joe il est comme what the hell, comment ça? Il veut rentrer chez nous, il est fou dans la tête, puis lui, puis là Swerve il est comme le gentil, mais méchant un peu à la Stone Cold là-dedans. Fait que ça donne un côté, l'indestructible versus le fou dans la tête qui est prêt à tout pour gagner, puis tu construis ce match-là de cette manière-là. J'adore ça. Jusqu'où il va aller pour gagner la ceinture, jusqu'où il va aller pour déconcentrer Joe avant le match, pendant le match, pour le faire gagner. Puis ça rouvre les possibilités. Peut-être même à un double turn durant le match, à voir, mais tu sais, ça pourrait être le fun que finalement on est correct. Chris Joe, c'est vrai qu'il est fou, est-ce Swerve? Et finalement, le dernier match est le match Will Ospreay contre Bryan Danielson, qui est un match Dream. Puis c'est pas parce que c'est un Dream match que t'as pas à le construire au minimum. D'accord. Et t'avais quelque chose de facile, servi sur un plateau d'argent, qui est la fameuse checklist de Bryan Danielson. Ah oui. Bryan Danielson, il se pogne contre ses idoles, il se pogne contre des gens qui veulent se battre contre Shibata, contre plein de gens à travers les semaines. Puis tu gardes tout ça. Tout ça, tu le fais la même affaire. Bryan Danielson continue, sauf que là, Will Ospreay, il sait qu'il s'en va contre Danielson, puis il veut le faire chier. Fait qu'au lieu que Will Ospreay, ça soit face contre face, ou peu importe, tweener contre tweener, que ce soit Will Ospreay s'installe dans le rôle du méchant, clairement. En plus, il est dans la Callis Family. Fait que tu peux le mettre clair méchant, même s'il est aimé de la foule. Puis, pendant tous les matchs de Bryan Danielson, il vient à la fin intervenir, mais pas juste pour faire chier Bryan.
juste pour faire « Ah, ton match a fini par disqualification. » Et c'est quelque chose que, tu sais, on voit pas souvent à la All Elite Wrestling, des fins par intervention. Et là, tu fais faire ça par le gars qui est le meilleur in-ring face au gars qui est très bon in-ring. Et là, ça construit une haine que Danielson, il est genre, hey, t'es en train de tout fucker mes matchs de rêve. Ouais. Le match, il reste pareil, mais toutes les fins, c'est des faux finishes avec Ospreay qui vient faire un beatdown sur Bryan, puis qui fait que le match se termine de cette manière-là. Fait que tu lui fais faire 2-3 semaines de suite pour que Bryan soit vraiment fâché, tombe dans le rôle du gentil. Ospreay, clairement, le cocky, le jeune, prétentieux un peu. Puis ça fait que quand t'arrives au match, c'est pas juste « Oh, nice, c'est un dream match ». C'est « Nice, c'est un dream match », mais en plus, je t'investis émotionnellement. Je prends plus pour un que pour l'autre. Je veux pas juste que ça soit égal les deux puis qu'ils me sortent de la bonne lutte. Fait que tu crées une couche de plus. Puis je pense que ça aurait vraiment amené le match plus haut, plus loin, d'avoir une couche comme ça que juste « On va faire de la bonne lutte ». Parce qu'on va faire de la bonne lutte, ça on le sait. Mais mettez une histoire. Mettez une histoire, tu sais. Puis, fait que ça serait comme ça que moi j'aurais construit. Puis c'est, Chris, c'est pas compliqué là, ce que je viens de faire. Là. J'ai juste pris des principes de base de storytelling très simples de lutte. Là. Je réinvente pas la roue dans rien de tout ça. Mais ça, c'est ça, t'es appliques puis ça fait quelque chose de plus fun. Fait que dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mes idées, lesquelles vous avez préférées. Et si vous avez des idées de booking un peu différents que ce qu'on nous a présenté, dites-nous-le aussi en commentaire. Ça on a mille des idées pour aider ces storylines-là, même si il est trop tard, mais quand même, c'est le fun d'en parler, c'est le fun d'en jaser. Fait que du fantasy booking, mais par dépit, un peu. Au lieu que ce soit par excitation, c'est par dépit. Dépit, ouais. Et c'est ce qu'on complète l'épisode de ce soir, de prédiction, de prévision, de preview de tout ça. On vous rappelle le questionnaire. Yes, sir. Vous pouvez nous suivre partout. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez nous suivre, vous pouvez peser sur la petite cloche là, pour que quand il y a un nouvel épisode qui sort, vous soyez averti ou notifié parce que c'est des notifications, faut croire. Si vous êtes à l'audio sur votre plateforme de balado préférée, puis vous voulez nous jaser, venez nous voir sur Facebook, sur Instagram. On répond à vos questions. On vous lit en tout cas. Sinon, on laisse un pouce, on laisse un petit cœur. On est là. Puis merci encore énormément de nous suivre. Répondez au formulaire. Partagez le formulaire à des amis. Même s'ils répondent pas, au moins ils sont au courant qu'on existe. C'est déjà ça. Fait que propagez la bonne nouvelle. Nous, on est là. Puis on revient lundi prochain. Ce sera un épisode régulier qui va revenir sur la semaine de lutte. Et dans une semaine, jour pour jour, on va revenir entre autres sur le Raw à Montréal. J'aurai la chance d'avoir vécu ça et de vous dire ce que j'ai pensé. Peut-être même de comparer un peu avec la All Elite parce qu'on a vécu la All Elite à Montréal il y a quelques mois. On va rapidement comparer qu'est-ce qui est mieux d'un côté, qu'est-ce qui est mieux de l'autre. Vous, n'hésitez pas à partager si vous avez des vous êtes genre, c'est toute une carte quand même un peu Dream Match, là, Dynasty. Fait que ça se peut que des fans de lutte fassent genre, hey, ça me tente de l'écouter juste parce que les matchs ont l'air écœurants sur papier. Fait que ça vous tente de leur partager nos previews, tout ça. N'hésitez pas à le faire également. Même chose pour le questionnaire. On va revenir là-dessus le 25 avril lors de l'épisode 42 pour nos analyses et nos reviews de Dynasty. Donc, merci beaucoup. Ouais, on espère que ça va être un très bon pay-per-view. Ça devrait l'être. Sur papier, c'est le fun. Et c'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay. C'est pas Minifest Mania? Ça c'est le spectacle. Ah, ok, parfait. Ainsi que Pierre Castonguay. Pour les sommeliers de la lutte, ciao tout le monde. Bon Dynasty.